Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, ravi de vous retrouver pour ce débrief Ligue des Champions. Alors on le fait un petit peu tard, il est quasiment minuit 20, mais je me disais qu'on n'allait pas quand même se quitter comme ça. Alors bien sûr je suis demain avec l'équipe hors jeu pour faire le petit débrief avec Bruce, Braque, Kanto sur l'émission, mais c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses. Déjà j'ai hésité à le faire un petit peu sur le PSG Liverpool, enfin le Liverpool PSG, mais voilà j'avais un petit peu de boulot à côté sur le match, et c'est vrai qu'on a vécu encore une belle soirée. Alors évidemment très frustré par le scénario du LOSC qui ne se qualifie pas pour les quarts de finale alors qu'il y avait la place. Et c'est vrai qu'on a assisté encore et encore et toujours à quelque chose d'assez fou du côté de Madrid, hein, avec cette séance de tir au but, la double touche d'Alvarez. Alors je vois certains qui disent est-ce qu'il le touche, il le touche pas. Moi j'ai regardé avant pour préparer ce live différents screens, mais c'est pas tellement équivoque, des vidéos, des ralentis précis, et il semble sur une fraction de seconde qu'on voit une double touche. Après, voilà, moi j'ai juste fait un tweet, et c'est là où tu vois que les gens manquent beaucoup de recul, parce qu'évidemment, vous me connaissez, moi qui ai énormément d'attache avec le football espagnol, Madrid, j'en ai aucune, hein. Moi c'est vraiment pas ma guerre. Juste dit, c'est vrai qu'on a vécu tellement de choses déjà avec le Real, des histoires folles, des scénarios invraisemblables, le but de Ramos à la 94e, le match lunaire de Courtois qui en sort 12 ou 13 en finale contre Liverpool en 2022, Salah qui se blesse lors de la finale 2018 avec Ramos qui le fait tomber, Karius qui fait des bourdes, on a eu encore l'an dernier un doublé de Rossellou contre le Bayern. Rossellou, enfin le mec qui naviguer entre Stoke City et je ne sais quel club. Donc c'est assez fou, et c'est vrai que j'ai dit, c'est la première fois. On a vu d'autres choses, c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui ressortiront des images, hein, si vous tapez Mitrovic en première ligue ou Çalhanoğlu en match international. Voilà, c'est déjà arrivé qu'on ait des pénaltys qui soient malheureusement annulés, même pas à retirer. C'est juste que voilà, c'est comme si c'était une faute technique du joueur, et on passe à autre chose. Et le fait que ce soit la première fois qu'on assiste à ça dans un match avec autant d'enjeux, de pression, et que ça tourne en leur faveur. Moi, encore une fois, je dis pas qu'il y a un avantage arbitrage ou quoi. Je laisse aux complotistes de bas étage cette envie de peut-être aller sur d'autres terrains. Moi, je constate juste que le Real en Ligue des Champions, c'est leur compétition, et la pièce, elle tombera toujours du bon côté. Ils bénéficieront toujours de petits coups de pouce, alors que si tu vois dans le contenu, bon, l'Atlético, je vais pas dire que c'était le Brésil 70, l'Ajax de Cruyff, c'est pas du football total, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'il y a des petits signes du destin, ça, voilà, le fameux petit coup de pouce, c'est toujours de leur côté, et c'est vrai que c'est assez fou, quoi. Et ça, je suis plutôt d'accord avec Damso. Pour moi, c'est le fond de la règle qui a critiqué, c'est une glissade involontaire et un discernement à avoir. Voilà, c'est le joueur qui glisse. C'est pas comme s'il faisait, vous savez, exprès de faire un double contact sur son tir pour tromper la vigilance du gardien, et voilà, en mode je fais exprès de lui donner une trajectoire incertaine pour que le gardien se trompe. Moi en vrai, c'est vrai que je trouve la règle quand même assez dure. Je pense qu'aucun joueur comme Alvarez ne fait exprès de glisser, et moi dans un monde juste, je dirais juste ça à retirer. Et en plus tu sais que quand tu dois retirer en tant que buteur, c'est plus facile qu'en tant que gardien, donc tu rajoutes une pression supplémentaire au buteur. Mais ouais, j'avoue que le match de ce soir confirme encore une fois que avec ce Real là, c'est toujours aussi dur de les sortir dans cette compétition. Il faut vraiment un Manchester City en état de grâce comme la saison du triplé en 2022-2023. Il faut qu'il y ait une équipe qui soit plus forte qu'elle, qui maîtrise vraiment tous les compartiments du terrain, parce que tant que tu n'achèves pas le Real, et c'est vrai que quand tu vois ce but pris à la 30e seconde, t'as peut-être la possibilité, tu dis de l'Atlético, c'est vrai qu'ils avaient l'air d'être très très bien partis, et malheureusement ça n'a pas suffi. J'en profite pour saluer un peu ce chat nocturne, ça me fait super plaisir que vous soyez aussi nombreux en cette soirée, avec je vois quelques nouveaux comme Matteo Joule, comme Ivar, comme Alex No, j'espère que vous allez bien. Les habituels aussi, comme Hugo SSE, Damso, François Pignon, Soso Chat, la modératrice, j'espère que vous allez bien. Vous savez qu'ici on est sur un espace de discussion courtoise, donc évidemment vous pouvez avoir un avis tranché sur, on va dire, ces petits coups de pouce du Real Madrid, mais je rappelle, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'émulation lors des soirées européennes, on reste poli, on reste courtois, on échange en bonne intelligence, et c'est vrai que moi je le soulignais juste, c'est dingue cette équipe, dans cette compétition,
à chaque fois, ça ira, la chance, la réussite, ce sera en leur faveur. Et c'est vrai que l'histoire du double contact, et même on parle du double contact d'Alvarez, j'irai même plus loin. Regardez, il y a la barre transversale de Marcos Llorente, il y a le penalty qui est quand même mal tiré de Rudiger et Oblak qui l'arrête, puis ça lui passe entre les mains, et finalement ça termine sa course au fond des filets. Donc voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. On n'en peut plus de leur réussite. Prochain tour, ce sera Arsenal pour le Real. Je pense que ça va être un adversaire intéressant, une belle confrontation. Ça rappellera de beaux souvenirs avec le match épique de Thierry Henry au Bernabeu en 2006 avec le maillot jaune et le sponsor O2. Sincèrement, pareil, Arsenal, je me dis que c'est un petit peu comme le Bayern de l'an dernier. C'est pas le meilleur Real. L'an dernier, c'était pas le meilleur Bayern. On se disait, est-ce que Arsenal peut peut-être le faire? Mais voilà, c'est toujours le même rapport, un peu d'expérience. Après, Arsenal, tu vois, il y a quand même des joueurs qui sont habitués à jouer des gros matchs en PL. La Ligue des Champions, je trouve que ça reste une compétition un petit peu différente. Mais en tout cas, je suis curieux de voir si Arsenal peut aller chercher ce Real-là. Mais le problème, c'est que ce Real, si tu l'achèves pas en huitième, c'est souvent une équipe qui va se projeter assez loin. Alors c'est vrai qu'Ewen, Arsenal sans attaquant, il y a Martinelli qui est de retour, il y a Saka normalement qui va revenir après la trêve, donc on pourra avoir au minimum Saka, Martinelli, faut voir qui sera en neuf, Trossard, Merino, peut-être il y aura aussi du Nwaneri dans le lot, donc il y a quand même pas mal de choses à retenir. Ne t'en fais pas, Redeyes, on va aller match par match. On va parler évidemment du LOSC, on parlera du PSG. Je vois Kasségui qui dit j'ai vécu la plus belle soirée hier. Bah écoute, félicitations l'ami. La défense d'Arsenal, je les vois poser beaucoup de soucis au Real. Je pense aussi que ça va être une confrontation assez difficile. Après, je sais pas. Moi, comme je vous le dis, le Real, je les sous-estime jamais. Et même si je pense que collectivement Arsenal est plus fort, même si Arsenal a peut-être une meilleure défense, je sais pas. C'est le Real Madrid, CF et ses 15 Ligues des Champions qui reste un épineux cas à sortir en LDC. Je vais voir, attendez, qui c'est qui vous voyez vous se qualifier. Moi, à cet instant précis, je pense qu'Arsenal a les armes, mais c'est comme d'hab. En fait, je vois le Real, je sais pas pourquoi. Ils ont un truc avec eux, cette espèce de don. C'est toujours de leur côté. Je me dis que ça pourra encore leur profiter. Après, c'est vrai que si on commence à rentrer un petit peu plus dans l'analyse du match, j'ai cru. Enfin, c'est bien que l'Atlético soit revenu très tôt, mais j'aurais espéré que ça s'enflamme un peu plus. C'est ouf parce que les deux équipes ont commencé à calculer vraiment à partir de la 15e, 20e minute. Après, on pouvait s'y attendre. La prolongation était assez éprouvante. Il y a des choses qui m'ont vraiment pas plu. Les matchs des Français ce soir, qu'ils soient internationaux, retraités ou plus internationaux, j'ai trouvé ça vraiment inquiétant. Alors, Mbappé a le mérite d'obtenir le penalty, mais sinon c'est vrai qu'il fait 120 minutes sans marquer, il met au moins son penalty, donc voilà, c'est la seule consolation. Mais c'est vrai que après le match contre City, et même ces 3 mois, l'interview de Mouloud Achour, on a beaucoup rigolé là-dessus, mais c'est vrai qu'on sentait Mbappé un peu plus, tu vois, impliqué collectivement, plus propre techniquement, mieux avec son corps. Il démarrait aussi pas mal d'actions en profondeur. Enfin, un Mbappé, tu vois, un peu volontaire et qui se contentait pas de recevoir le ballon dans les pieds. Là, j'ai pas aimé sa version du match ce soir. Après, c'est vrai que comme l'a dit Nasri à la mi-temps du match, c'est le genre de configuration où dès qu'Mbappé avait le ballon, t'avais 3-4 joueurs de l'Atlético. Et c'est vrai que je trouvais que le plan du Cholo était quand même bien dans ce sens, c'est que les 4, on va dire, fantastiques, Rodrigo qui fait un match, voilà, on va dire correct, Vini c'était assez dur ce soir, Bellingham, je l'ai dit de hors-jeu et je pensais sincèrement qu'il ferait du bien au Real, mais j'ai pas trouvé son match, j'ai trouvé son match un peu horrible, très énervé, très très énervé Bellingham, sincèrement agacé au possible, un petit peu comme quand il avait insulté, voilà, quand il avait dit la fameuse insulte à l'arbitre contre Osasuna et qu'il lui avait valu les 2 matchs de suspension. C'est vrai que certains l'ont vu, hein, il y a eu une petite voilà, remontrance à Vinicius, tout ça. Bon après, j'espère pour vous que
vous ne croyez pas aux belles histoires du football moderne et de se dire que dans un vestiaire pro comme celui du Real, tout le monde est copain, tout le monde s'entend bien. Non, non. Bien évidemment, on se tire la bourre, on veut être la tête d'affiche. Mais là, c'est vrai que Bellingham, ça a été très très compliqué. Mbappé, oui, 3 sur 10. Chouameni, je trouvais qu'il était mieux ces derniers temps, mais ça a été quand même un match aussi assez rude de sa part. Ferland Mendy, c'est waouh, c'est vraiment une saison. Autant il y a quelques mois, il était très très bien revenu et voilà, et on se disait même que ça pouvait être une concurrence à Théo Hernandez en équipe de France. Là, Théo Hernandez n'est pas bon, mais sincèrement, notre ami Ferland Mendy, c'est cata. C'est vrai que si on continue de faire juste le tour des Français du Real, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Camavinga. C'est même, si j'ai envie de ressortir un joueur de chaque côté, euh, j'ai adoré l'activité d'Alvarez, qui vraiment jusqu'à 120e, il avait cette énergie, ce punch. Franchement, Alvarez, c'est vraiment un joueur extrêmement kiffant. Et j'ai hâte de le voir s'installer parce que il est arrivé l'été dernier et je pense qu'il peut faire un très bon cycle à Atlético, à voir si il y aura un transfert par la suite. Mais Alvarez qui porte cette attaque de l'Atlético pour les prochaines saisons, il est très bon. Renildo excellent aussi. Euh, c'est vrai. Camavinga, moi je vous le dis, dans l'autre sens, ouais, en vrai, Asensio a fait un retour, a fait son taf défensivement. Mais en l'entrée de Camavinga pour un joueur qui était un petit peu dans le dur ces derniers temps, bah, notamment les récents matchs, celui de l'Atlético à l'aller où il était un peu passé à côté sur l'heure de jeu. Moi j'aime beaucoup son attitude ce soir et le fait de beaucoup apporter, de colmater des brèches. C'est peut-être pour Ancelotti une solution d'avoir ce Camavinga un petit peu en mode super sub comme lors de la Ligue des Champions 2021-2022. Mais comme je crois qu'il y a Modric et Chouameni qui sont suspendus pour le match aller contre Arsenal, donc Camavinga sera titulaire. Là, c'est le genre de match où lui il va devoir prouver, être un petit peu en mode voilà, c'est moi le patron et forcément il sera scruté dans le sens. Et c'est vrai que pour terminer le petit tour d'horizon des Français, l'anglais, il concède le penalty, ça n'a pas été dingue ce soir. Et Griezmann, il y a eu voilà, forcément le geste sur Bellingham. Sinon, le match est compliqué. Hein. Je vois que Simon, je réponds à ta question, désolé, je le fais que maintenant. Tu me demandais si j'ai envie. Mais je critique pas Griezmann. Griezmann, j'adore, c'est un de mes joueurs préférés. All-time de l'équipe de France. C'est quelqu'un que j'adore et tout. Mais c'est vrai que. Ewen a raison de le souligner, Griezmann. C'est dur, c'est compliqué de vieillir, hein, mais Griezmann, pour la première fois, je trouve qu'il fait son âge. Pour la première fois, déjà lors de l'Euro, alors l'Euro, on sait qu'il y avait une histoire avec Deschamps, la hiérarchie. Alors qui va se qualifier juste Arsenal-Real, 63% Real, 37% Arsenal. Ouais, je disais Griezmann, à l'Euro, bon, il était baladé à plusieurs postes, titulaire, remplaçant. Voilà, on sentait déjà qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé. Mais voilà, je trouvais que la première partie de saison, il y avait quand même pas mal de fulgurances, notamment le but à Valladolid qui était fantastique, et pas mal de bonnes perfs en Ligue des Champions. Par contre, c'est vrai que là, sur la période récente, je trouve que Griezmann traverse un peu ses matchs, je ne vais pas dire comme une ombre, parce que à tout moment, il peut avoir un coup d'éclat. Même, souviens-toi, le match contre le PSG, le match au Parc, il est très compliqué pour Griezmann. Il touche pas beaucoup de ballons. Par contre, il y a un coup d'éclat, c'est la transversale à la fin sur le but de Correa. Et c'est là où on voit ce Griezmann rayonnant. Ah mais je suis d'accord, l'Euro de Mbappé et Thuram est tout aussi compliqué, mais Griezmann, faut le dire. Moi je vous avoue que j'avais du mal à croire que l'histoire entre l'équipe de France et Griezmann se termine par des matchs de Ligue des Nations dans l'anonymat en septembre, parce que pour moi il fait quand même partie du top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire de l'EDF. Mais là, je croyais à un comeback retentissant. Là, j'ai peut-être un peu plus de mal à y croire. Est-ce que lui, il a envie de revenir? Est-ce que physiquement, c'est une bonne idée? Bien sûr, j'aimerais que voilà, il ait son tour d'honneur à la Coupe du Monde 2026. Mais à cet instant précis, ça me paraît... Voilà. Je préfère... si tu me demandes demain dans la liste qui c'est que je veux voir entre Antoine Griezmann ou Désiré Doué, même s'il y a l'immense vécu de Griezmann, je préfère miser sur Doué. Et c'est pas de la culture de l'instant. C'est aussi que... voilà, je pense qu'il faut préparer l'avenir, quoi. Après, Simon, je me dis que dans un coin de sa tête, je suis sûr que Griezmann, il a l'envie de peut-être revenir avec les Bleus, mais là,
par rapport à la période actuelle, je suis pas sûr que ce soit le bon petit timing, quoi. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais bien sûr, j'ai dit que là, en ce moment, c'était compliqué pour notre ami Griezmann, mais ça n'enlève à rien à tout ce qu'il a accompli, démontré depuis tellement de temps, quoi. Parce que c'est un joueur qui est fou. Salut, ça va? Salut Nazca, j'espère que tu vas bien. Étant madrienne, je pense sincèrement qu'on ne passe pas face à Arsenal vu la qualité de nos matchs depuis un mois. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué pour cette équipe du Real, parce que Arsenal a quand même de beaux atouts. C'est une équipe qui, je trouve, joue un peu moins bien que l'an dernier, mais a quand même pas mal de bons ressorts, notamment sa solidité défensive, le fait d'être très performant sur coup de pied arrêté, et ce sera une arme évidemment à surveiller de près pour le staff d'Ancelotti. Avoir aussi un peu le visage de l'attaque d'Arsenal entre les retours de Martinelli et Saka. Est-ce qu'ils seront à 100% pour le quart de finale? Je pense Martinelli, oui. Saka, normalement, ça devrait le faire pour être voilà, de retour durant la trêve internationale. Le seul truc, c'est que j'ai encore peur de ce facteur expérience, je vous l'avoue. Je pense qu'Arsenal est prêt, mais est-ce que contre ce Real-là, en sachant que voilà, c'est ce que je voulais voir, et je vous invite aussi à le voir, c'est le genre de choses où peut-être le match retour, ça peut avoir une influence dans ma tête, et je vous laisse découvrir ça. Alors attendez, hop. Le match retour aura lieu au Bernabéu. Aïe. Tu sais que quand il y a un quart de finale retour au Bernabéu, c'est jamais bon signe. Donc à voir ce que ça donne. Ça sera le même type de match que le 4-0 Real City 2023. Personne n'est prêt pour ce qui va arriver. En fait, tu vois ce que tu dis, Simon. Je pense pas que ça va se dérouler. Mais ce Real est tellement sur un fil que tu peux pas exclure ce scénario qu'un jour, ce qu'il propose et le fait que le collectif et que le pressing ne soit pas adapté et qu'il y ait beaucoup de lacunes, ça puisse un petit peu être en leur défaveur. Pourquoi le retour au Bernabéu, il y a un tirage? Je pense que c'est le tableau qui prédéfinit ça. Après, c'est bien, c'est que tu as pas mal de retours qui sont, entre guillemets, de bonne configuration. Tu vois, Aston Villa, le match retour là-bas, ça peut être intéressant. J'aime vraiment pas ce format de la compète, tirage au sort à chaque tour. Je peux l'imaginer. Après, c'est bien aussi des fois de se projeter. De toute façon, le bilan de la phase de groupe, enfin de la nouvelle formule LDC, il faudra le faire à la fin. Il faudra tout prendre en compte. Phase de groupe, barrage, élimination directe, un petit peu les sensations. C'est vrai qu'on a quand même vécu des huitièmes avec, ma foi, pas mal d'émotions fortes. Rien qu'hier soir à Anfield, on a eu aussi un peu plus contrasté avec le match du LOSC. On va y venir juste après. Ah, mais le retour est pas au parc. Je pensais qu'en éliminant le premier, tu t'assurais de recevoir à chaque fois. Ben, je crois pas, hein. Je crois pas, hein. Le tableau complet des quarts de finale. Ouais, ici, le mettent pas l'équipe. Mais moi, je fais confiance à mon ami Google. Alors peut-être qu'on va aller voir directement sur le site de l'UEFA si vous voulez une dernière vérification, les potes, pour être bien sûr que c'est de l'ordre de ces quarts de finale-là. Mais oui, c'est ça, c'est Arsenal-Real. C'est ça, en fait. Ils ont fait cet ordre dans ce sens-là. Donc écoute, à voir ce que ça donne un petit peu. Après, ils n'ont pas encore, je pense... Ah si, ils ont déjà les calendriers. Bon bah écoute, on a déjà les calendriers. Donc, putain, on va avoir le Arsenal-Real, Bayern-Inter en même temps. Ça va être dingue. Et pareil, le Barça et le PSG en même temps. Ça, j'ai vraiment hâte. Donc voilà, on a... Pour ceux qui voulaient même avoir le calendrier... Vous l'avez en... Asensio, pour moins de 30 matchs en pro, c'est très fort de tenir 120 minutes comme ça. Non, mais c'est vrai que dans tous les pépins physiques, et c'est vrai que des fois, je me dis, en fait, c'est fou de la part du Real de ne pas avoir recruté en sachant que tu as perdu Kroos et que tu as quand même la puissance financière de le faire. Alors, je dis pas que le Real aurait dû aller chercher... je prends des noms au hasard, comme ça, par exemple, des milieux Newcastle, comme Guimarães, Tonali ou quoi, mais je trouve qu'ils seront quand même... des fois, je me dis que c'est une équipe qui est en sous-effectif et ils arrivent toujours à bricoler. Après, là, tu auras quand même pas mal d'absents pour le match retour, pour le match aller, pardon, à l'Emirates. Donc, ça va être difficile. Ça va être difficile pour eux. Mais c'est comme d'habitude, hein, je le dis, le Real a sa bonne étoile. Et sur ce match-là, qu'est-ce qui a fait la faveur? C'est l'Atlético a peut-être pas assez appuyé sur le bon bouton pour aller chercher ça, quoi.
Pourquoi Kroos c'est plus en défense que ça manque de profondeur? Non, mais j'ai évoqué le poste de milieu de terrain parce que moi, Kroos, je pense qu'il fallait quand même aller chercher un gars en plus. Mais c'est vrai qu'en défense, est-ce que tu pouvais prévoir que et Carvajal et Militao, bon, à la base, ça fait longtemps que c'est délicat, mais tu vois qu'il y ait autant de casse en défense. Après, tu as toujours des joueurs intelligents. Valverde qui s'adapte bien. Tu as aussi voilà, une vraie réussite dans ton centre de formation avec Asensio qui émerge comme ça. Donc, c'est là où je me dis que ils arrivent toujours avec un effectif restreint, mais en même temps, tu as toujours un petit peu du beau monde, tu vois. T'es pas non plus sur un truc où tu vas envoyer des U19 à chaque match. Là, tu peux encore avoir, ouais, allez, Arda Güler, t'as David Alaba, sinon, ouais, t'as un banc avec Brahim, Fran Garcia, Lucas Vazquez, Henrik Camavinga. Et là, tu vas devoir quand même t'en sortir sans. Ça va être quelque chose, hein, comme toujours, hein. Là, ça va être. Je vous dis, je pense que ça peut être un beau match, mais je pars sur un petit avantage réel, quoi. Atletico avait la possibilité sur les transitions, mais ils ont un déchet technique impardonnable à ce niveau-là. Moi, en vrai, je trouve que des fois, l'Atletico peut faire tellement plus, mais en même temps, je sais pas, c'est comme s'ils étaient, je vais pas dire possédés, mais ils aiment bien ce genre de scénario, aller chercher des trucs dans la 120e minute, pourquoi pas le faire au tir au but, mais c'est quand même une équipe, je vais pas dire maudite, pardon, mais ça fait quand même un petit moment. C'est quand la dernière fois que l'Atlético est allé comment ça s'appelle, en demi-finale. Je me demande si c'est pas quand même 2016. Parce que là, ça commence à faire pas mal, tu sais, de petites éliminations un petit peu désarmantes, quoi. Donc, bah là, t'as le Real. L'an dernier, c'est Dortmund en quart. C'est vrai que 2022-2023, tu passes même pas les poules avec Porto, Leverkusen, Bruges. Quart contre City, où c'était vraiment laborieux. 8ème contre Chelsea. Quart contre Leipzig. 8ème contre la Juventus en 2018-2019. 2017-2018, tu fais l'Europa League, mais avant, tu sors en poule, dans une poule avec la Roma, Chelsea et Karabag. Ok, donc c'est le Real en 2017, la dernière fois qu'ils sont allés dans le dernier carré. Tu vois, ça fait quand même un petit moment qu'ils sont pas allés dans le dernier carré. Et pourtant, ça fait partie de ces équipes un peu poil à gratter, où tu dis qu'il faut pas grand chose pour que ce groupe-là, ce collectif-là, ça se transforme en une équipe qui va au bout. Moi, je pense que sur une confrontation, enfin, la configuration aller-retour, avec ce que transmet le Cholo, je pense qu'ils sont capables, tu vois, de pourquoi pas soulever un jour la coupe aux grandes oreilles, mais à chaque fois, ici, pas, est-ce que ça manque un petit peu de. Des fois, ça a peut-être manqué un peu de talent. Il y a des années où je trouvais l'Atlético peut-être un petit peu en dedans. Des fois, c'était un petit peu la caricature justement du Cholismo. Là, je t'avoue que je trouvais que l'équipe de cette année, elle pouvait y aller. Elle pouvait faire un truc. Mais voilà, ça s'arrête malheureusement en 8ème. Et il faudra repartir au combat l'an prochain. Ouais, je suis d'accord avec toi, Malco. Savic contre City, c'était vraiment le Cholismo. Ouais, Savic qui attrape la tignasse de, comment ça s'appelle, de Grealish. Ça, c'est le divertissement. Le divertissement comme on aime. Je pense après avoir tout dit sur ce fameux match Atlético-Real, on va parler de LOSC Dortmund, hein. Malheureusement, ça s'arrête ici pour Lille. Vraie déception. Je vous avoue que je m'attendais à ce que Lille passe. Bravo à Dortmund, parce que Dortmund l'a joué à l'expérience. Dortmund l'a eu un petit peu peut-être aussi au vice, entre Anton qui doit prendre un deuxième carton jaune, entre, comment ça s'appelle, le penalty de Guirassy qui est généreux. Je trouve que Meunier joue mal le coup dans sa course, mais c'est vrai que Guirassy, quand tu vois son attitude où il se jette les bras en l'air comme ça, j'étais persuadé qu'au moins le penalty aurait dû être revu à la VAR. Pour moi, j'étais convaincu que ça allait le faire, et je sais pas, c'est comme si Lille, après avoir marqué d'entrée, était presque convaincu que le plus dur était fait. Et c'est là où tu te rends compte qu'avec des champions, c'est vraiment une lutte acharnée sur 90 minutes, voire plus. Et que tu peux pas être en espèce d'autosuffisance et te reposer sur tes acquis et te dire on va laisser Dortmund un petit peu prendre le contrôle. Il y a eu des vagues et des vagues. Chevalier a fait un match où, encore une fois, il en a sorti je ne sais combien. Le penalty et la frappe de Beyer, il peut pas grand chose. J'en veux vraiment, ouais, à la fois à ce côté droit Meunier Cabella que j'ai trouvé vraiment pas bon ce soir. Peut-être à Genesio aussi d'avoir fait des changements, je vais pas dire un peu tardifs, mais
je me dis que sur ce genre de match, c'était presque le moment de faire des changements. Je sais pas quand sont intervenus trop les. J'ai plus tous les changements en tête pour revoir ça. Euh, ouais, tu vois, il y a le premier changement du LOSC, ça intervient. Ouais, à 67e. En vrai, je pense que les changements auraient dû intervenir avant, même à la mi-temps, ça m'aurait pas choqué. Et ouais, peut-être là, un petit peu entre ces deux périodes où il y a eu le penalty puis le but de Bayer, parce que c'était une équipe qui commençait un petit peu à s'endormir, milieu un peu fantomatique. C'est dingue parce que j'ai trouvé leur match aller vraiment parfait dans la gestion, le fait d'avoir concédé le premier but d'Adeyemi, d'avoir été voilà, sur un 1-0 et de ne pas s'être écroulé, d'avoir pris les choses en main, d'avoir vraiment dominé Dortmund. Et finalement, tu auras peut-être un peu de regret aussi sur le match aller parce que tu te dis, et je l'avais senti, qu'il y avait dans le discours de Genesio et de certains joueurs, tu sais, quand tu passes à côté de quelque chose, tu le ressens. Et c'est vrai que dans leur discours, ils disaient, ah, on aurait peut-être eu quelque chose de mieux à les récupérer sur la pause Dortmund. Moi, j'étais convaincu que tu pouvais faire le boulot retour. Tu as fait une bonne partie du chemin avec ce but très tôt de David. Bon, le cadeau de Kobel est un peu invraisemblable. Le ballon qui passe au ralenti entre ses jambes, c'est assez fou. Et après, ouais, il y a eu des vagues, des arrêts, je ne sais combien de moments un petit peu décisifs comme ça où Chevalier a repoussé l'échéance. Et voilà, après, tu as aussi eu 2-3 actions qui n'ont pas joué trop en faveur du LOSC. L'action où Haraldsson s'arrache pour aller chercher le ballon sur la ligne centrée et la tête d'André qui passe à un rien du poteau, ça se joue aussi à ça. Mais ce match-là, même si Dortmund est une équipe très malade, même si Dortmund est une équipe totalement larguée en Bundesliga, ça reste le finaliste de LDC. C'est une équipe qui a quand même son expérience de ce genre de moment, qui a beaucoup d'éléments dans son équipe qui ont pas mal de vécu, et ça bascule dans leur sens. Et après, c'est vrai que tu me le dis avec Snow, ça manque de leader dans cette équipe de Lille. Bah, en vrai, je suis pas trop d'accord. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de joueurs avec, tu vois, du caractère, de la personnalité et du leadership. Benjamin André, Diakité, Alexandro, Chevalier. Même Boadi, je trouve que c'est quelqu'un qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. T'as David qui est quand même un point de référence au niveau de l'attaque. Après, André était catastrophique, oui. Il a été un petit peu peut-être. André, pareil, j'ai dit ça, hein, parallèle Griezmann, André, personne ne s'y attendait ce soir. Mais lui aussi, il fait son âge, hein, 34 ans, après avoir autant joué, donné. C'est pas rien, mais oui, pas mal de joueurs sont passés à côté. Et c'est vrai que tes joueurs trentenaires comme Meunier, comme Cabella, je les ai trouvés pas bons, mais c'est ce côté droit, moi, qui me, qui me titille. Et ouais, j'aurais presque préféré revoir la configuration du LOSC avec au match aller comme notre ami Mbappé, mais Mbappé était pas là, il était sur le banc, non? Ouais, tu vois, j'aurais presque préféré voir la même équipe qu'au match aller. Je trouvais que c'était une équipe qui était presque trop prudente, mais je trouvais que ça tournait bien entre Haraldsson, Muko et David. Il y a de vrais regrets. Il y a de vrais regrets pour ce LOSC. On a commencé la saison le 6 août aussi, les joueurs étaient cuits, on était cuits physiquement. Il faut le prendre en compte, c'est vrai que Lille, c'est sans doute l'équipe qui a joué le plus de matchs, avec ces 4 rencontres de tours préliminaires de barrage. Tu as eu beaucoup de choses à gérer, les émotions. Ce qui est fou, c'est que bah voilà, si tu passais, tu avais quand même un quart, le premier quart de ton histoire en LDC face au Barça, ça aurait été, tu vois, le moment un petit peu de gala pour signifier à quel point le LOSC est un club qui travaille bien. Pour moi, ça remet pas en cause parce que tu te fais éliminer par Dortmund tout ce que voilà l'étang a mis en place et qui est quand même très très bon sur la finalité. Maintenant, il faut que Lille puisse encore grandir, être une équipe qui se qualifie régulièrement à LDC, et ils l'accrocheront au bout d'un moment leur quart de finale. Ça viendra. C'est juste que voilà, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de joueurs dans cette équipe pour qui c'était aussi un premier huitième de finale de LDC, après avoir fait un parcours dingue, beaucoup de choses à digérer, un changement de statut. Voilà, je pense que Haraldsson, Mouko, Boadi, Chevalier, Diakité, Alexandro, tu vois, c'est une très très belle base, mais ça reste des joueurs qui n'ont pas eu une grande expérience européenne et qui vont l'obtenir par le temps. Et Sarpon, il a raison, je me suis dit que les absences de Thiago Santos et Zegrova se sont fait entières dans ce match retour. Il y a quand même un petit what if, hein. Zegrova qui est blessé depuis un moment, Zegrova à la place de Cabella, le Zegrova qu'on a vu contre la Juve ou contre le LOSC lors de la phase de groupe. Oui, ça change beaucoup de choses parce que ce Zegrova, il te fout un bordel monstrueux dans la défense de Dortmund et ouais, il y avait la place. Il y avait la place, même si je pense que Dortmund l'a joué un peu à l'expérience, l'a eu sur cette fibre-là.
l'étant très bon Scipion, soyons sérieux, il a fallu 18 mois pour avoir une doublure à David. Non, non, c'est sûr que ça a tardé et que Lille a perdu quelques points en route avec la gestion de David qui a enchaîné beaucoup, beaucoup de rencontres. Après, l'étant, pour avoir vu beaucoup d'interviews de lui, c'est quelqu'un d'extrêmement prudent financièrement. Il a récupéré un club, voilà, vous savez qu'il y a eu un certain Gérard Lopez qui n'est pas connu pour être la personne la plus économe et la plus voilà, sereine dans l'aspect économique. Euh, et lui, tu as vraiment senti que le moindre salaire qui excédait les 100 000 euros, c'était voilà, mettre beaucoup, beaucoup en péril le club. Alors peut-être qu'il a surexagéré, peut-être qu'il fallait peut-être voilà, jouer un petit moment le sacrifice nécessaire, mais je pense qu'il voulait d'abord remettre le LOSC à l'endroit, et c'est pour ça que tu as pu aller chercher un Choupa Akpom cet été, enfin cet hiver. Mais ouais, je suis déçu pour les Lillois, parce que vraiment je trouvais qu'encore une fois, il y avait tout pour s'offrir une belle fête. J'ai vu certains pester, c'est vrai, et si le match s'était déroulé à 21h, la fameuse petite théorie, parce que le match à 18h45 en Ligue des Champions, c'est toujours particulier. Donc, ouais. Que penses-tu du penalty sur Guirassy? Je l'ai dit, je trouve ça très généreux. J'étais sûr que l'arbitre allait revoir l'action à la VAR. Après, je trouve que Meunier joue mal le coup dans sa course. Guirassy, voilà. Mais voilà, je pense que pour moi, ça aurait pas dû siffler. Moi, je le dis, vu que, comme on dit, Guirassy, il y a un truc, tu sais, quand tu es vraiment poussé volontairement dans ta chute, t'as pas trop le temps, tu sais, d'avoir les bras comme ça et tout. Et oui, je trouve que Guirassy, si Meunier joue mal le coup, voire très mal le coup, Guirassy, il le fait bien, quoi. Bakker qui est monstrueux depuis le début de saison, qui joue à peine 15 minutes sur la double confrontation, c'est étrange quand même. Oui, oui, il y a peut-être quelques petits choix qui vont interpeller. C'est vrai que Bakker est resté sur le banc ce soir. Bon, Angel Gomez, on en a parlé la dernière fois sur le débrief Ligue 1, il est fatigué. André Gomez, c'est pour la rotation. Akpom, Fernandez Pardo, Sarawi qui revient de blessure, Goodmanson, t'avais pas non plus une marge incroyable sur le banc, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. J'aurais pas fait démarrer Meunier, j'aurais mis Bakker, et je dis pas ça en sachant ce qui s'est passé au cours du match. C'est juste que moi, Meunier, j'ai du mal. Et Cabella, peut-être, ouais, plus à un profil, je sais pas. Vu l'association Haraldson-David, la connexion qui marche bien, j'aurais presque misé, tu vois, sur un Fernandez Pardo, sur une bonne heure, pour un peu dynamiter, épuiser Ryerson, et essayer quelque chose, quoi. Donc, c'est là où j'aurais presque préféré insister. Maintenant, écoutez, le LOSC va avoir une fin de saison quand même intéressante, hein, parce qu'il faut assurer, je l'ai dit, maintenant, Lille, s'ils veulent s'installer, c'est être régulièrement en LDC. C'est une équipe stable. Voilà, tu as terminé. T'as quand même un calendrier qui est sympa, hein. Tu vas faire Nantes samedi, la trêve, puis après tu fais le derby, tu vas à Lyon, tu vas à Toulouse, tu reçois Auxerre, tu vas à Angers, tu reçois Marseille, tu vas à Brest, tu reçois Reims. Ça va être. Il est pas mal le calendrier du LOSC. Attention, j'ai la réaction parce que je pense que les joueurs et le staff et tout ça, tout le monde a pris un gros coup de massue ce soir à Lille. C'est le genre de regret, je vais pas dire éternel pour paraphraser une célèbre une de l'équipe, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de matchs du LOSC où ils auraient pu aller chercher quelque chose de mieux. C'est comme le quart de finale contre Aston Villa l'an dernier en Conference League. C'est ça qui est délicat à digérer. Mais voilà, je pense que ce groupe mérite quand même de revenir en Ligue des Champions pour nous apporter encore de belles petites émotions. Puis quoi qu'il arrive, tu termines top 8, personne s'y attendait. C'est juste que voilà, t'es tombé sur un Dortmund, tu dis ah, il y a peut-être la place et tout. Et finalement, c'est regrettable. Mais en même temps, tu te fais aussi... Enfin, c'est vrai que j'ai trouvé que Dortmund, à l'aller, avait été un petit peu apathique après l'ouverture du score. Là, ce soir, tu vois, j'ai vu un Dortmund beaucoup plus entreprenant. J'ai vu pas mal de bonnes séquences avec Guirassy, Sabitzer, Bayer, Adeyemi. Adeyemi qui a beaucoup percuté, qui a beaucoup essayé. Mais dans ce sens... C'est vrai que j'ai pas vu de rébellion de la part du LOSC. Voilà, comme je vous dis, c'est presque comme si Lille se croyait arriver déjà en quart, alors que non, t'avais quand même encore 85 minutes à assurer derrière. Et c'est là où cette équipe doit progresser. Et elle va progresser, j'en suis persuadé, parce qu'il y a des très bons atouts, il y a de la jeunesse, il y a un centre de formation qui bosse très bien. Il y a, voilà. C'est vrai, après, il y a 2-3 interrogations. C'est David va partir, là, il est en fin de contrat, par qui tu vas le remplacer? Est-ce que Chevalier va rester ou est-ce que tu vas pas capitaliser sur une valeur marchande qui va exploser? Quel sera le budget?
de recrues. Après, je trouve que Lille recrute plutôt bien généralement, donc ça, je suis pas trop inquiet. J'ai vu Stradri, le choix de l'arbitre, un Suisse allemand. J'ai vu la déclaration de l'étang. Oui, oui, après, moi, j'ai pas envie de tomber sur ce genre de considération. Je peux comprendre que ça interpelle. Et j'ai en mémoire l'illustre Giroud qui, lors du Dortmund Auxerre, avait critiqué le choix d'un arbitre autrichien pour arbitrer des Allemands. Et il avait fait quelques références bien douteuses, comme seul Giroud Prime pouvait le faire. Donc, c'est quelque chose. Oui, c'est vrai que Zegrova va partir. C'est vrai que David Zegrova, t'as Gomez qui part parce qu'il est en fin de contrat, Chevalier. Lille vend toujours très bien, donc si Chevalier part, je pense que ça va être minimum 40, 45, 50. Après, à voir qui c'est que tu vas aller un petit peu recruter. Et oui, comme le dit Enzo, pour conclure en beauté, on en vient à être déçu d'être éliminé par Dortmund en 8e, on progresse quand même. Oui, tu te dis que Lille, voilà, c'est quand même une des équipes, on ne cessera de le répéter, qui a vécu beaucoup de choses. Bielsa, Lopez, la saison a lutté pour ne pas descendre, beaucoup de déceptions, mais c'est aussi une équipe qui a, je trouve, bien bossé, qui a souvent obtenu des résultats, qui a obtenu des titres, qui se qualifie régulièrement en Coupe d'Europe, qui propose aussi, je trouve, une certaine qualité de jeu, des belles individualités. Voilà, comme tu dis, c'est géré par les temps. Je pense qu'il y a de quoi être serein pour l'avenir. Donc, merci aux Lillois pour le bon petit parcours et les émotions données. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, les gars, qui nous ont donné des belles émotions, de sacrés frissons. C'était bien sûr hier soir à Anfield. Comment ne pas revenir sur ce PSG Liverpool, plutôt ce Liverpool PSG disputé à Anfield, le 8e de finale retour. Moi, j'étais convaincu que c'était possible. C'est juste que, comme je l'avais dit sur hors-jeu, il faut cette efficacité dans les deux surfaces pour que le PSG puisse passer. Et on l'a eu avec un Donnarumma qui sort sans doute son match référence sous les couleurs parisiennes. On sait qu'il peut être bien mieux que ce gardien qui est parfois un peu maladroit, qui répond pas présent avec des champions. C'est quand même un mec, quand on a vu sa version à l'Euro 2020, on se dit tous que Donnarumma, c'est un top 3, potentiel top 3 gardien au monde. Moi, j'en suis convaincu. Je pense qu'il peut vraiment intégrer cette catégorie-là, que c'est pas encore fini. Il a 26 ans, certes, il nous a pas mal déçus. Moi-même, le premier, je trouve qu'il y a pas mal de moments où ça a été décevant de sa part. Et là, ouais, c'est un match qui va lui faire plaisir. La naissance d'une équipe. En fait, c'est vrai que je trouve que l'équipe, elle est née à partir de début décembre, quand ça s'est très très bien enclenché, avec les victoires contre Monaco, avec l'équipe qui s'est mis en rouleau compresseur, à gagner ses matchs de Ligue des Champions, à tout balayer sur sa route, Ligue 1, LDC, Coupe de France. Par contre, un prétendant, et là on peut peut-être s'avancer, un prétendant au titre avec des champions, oui, faut le dire, parce que quand tu tapes Liverpool de cette manière-là, alors oui, ça va être après. C'est vrai que le déclic, il y a eu plusieurs déclics pour moi. En fait, il y a plusieurs, on va dire, verrous psychologiques qui ont été levés. Je trouve que voilà, l'équipe début décembre qui a eu un visage un peu plus offensif, à partir du moment où Désiré Doué s'est intégré dans ce 11, ça a quand même bien fonctionné, même s'il a été pas titulaire, mais je trouve que ça a apporté un net regain. Luis Enrique a trouvé son 11 type. Le match contre City, t'es mené 2-0 par une équipe où t'étais un petit peu en bisbille pour éviter la 25e place en LDC et tu gagnes 4-2. Donc oui, évidemment, là aussi, tu t'es dit, ok, on peut avancer. Et c'est vrai que là, ce dernier verrou, c'était taper une grande équipe européenne sur cette saison. City est une grande équipe européenne, mais sur cette saison, il y a clairement une équipe qui est à côté de la plaque. Donc il y avait beaucoup de réponses à apporter sur ce match Liverpool. Moi, je savais qu'au niveau de l'intensité, du combat, des individualités, du collectif, de l'aspect technique, ils étaient prêts. C'est juste que Liverpool en face, quel allait être leur niveau. Si Liverpool était à 100%, ça allait être quand même compliqué pour le PSG. À l'aller, on sait tout ce qui s'est passé. Ça a été un non-match de Liverpool et un match à sens unique pour le PSG, avec ces 27 tirs à 2, sauf que le football est un sport parfois injuste, et ça a terminé en 1-0 pour Liverpool. Mais cette recette de l'appliquer, on savait que si Paris rejouait ce match aller 9 fois sur 10, ça pouvait pas terminer sur un 1-0. Donc, dans ce sens, le fait de proposer aussi un vrai défi à Liverpool, ça pouvait te donner des occasions, en sachant que Liverpool à l'aller était à 27 73. Là, au niveau de la possession, tu étais à 55-45. Donc, Liverpool a quand même tenu un peu plus le ballon devant son public. C'est logique, parce que tu peux pas proposer un tel visage devant tes fans. Et oui, Kasséguy, je suis d'accord avec toi. Je trouve que sur l'ensemble des deux matchs,
on mérite plus, oui. Arne Slot l'a dit, Van Dijk l'a dit. Je pense que sur l'ensemble des 2 huitièmes de finale, le PSG a été l'équipe la plus méritante. Après, c'est chaud parce que c'est toujours les tirs au but. Ça pouvait aussi tourner dans le sens de Liverpool, même si on a bien vu que Donnarumma a bien préparé le truc. Avant la séance de tirs au but, on fait un petit coup, on fait un petit passage au vestiaire, hop, on récupère les consignes sur les tireurs et ça permet de se remettre quelques notes en tête avec notamment les zones de tir de Darwin Núñez et Curtis Jones. Après, c'est aussi un PSG qui a souffert. Tu vois, à partir de la 60e, je trouvais que la débauche d'énergie sur la première heure, t'avais un Paris qui était peut-être un peu moins entreprenant, qui gardait moins le ballon, qui laissait un peu plus Liverpool dans sa partie de terrain. Donc je me suis dit, attention, c'est peut-être là où ça peut se jouer. Et ben ils ont très très bien résisté. J'ai parlé de Donnarumma, mais il y a quand même des perfs, défensives hier qui m'ont bluffé. Nuno Mendes, alors je pense que vous avez peut-être vu mon tweet sur Salah. Je vais faire un mot là-dessus parce que voilà, Salah casse-pam. Salah, je suis d'accord. Quoi qu'il arrive, Salah, il est passé à côté de sa double confrontation. Il n'a pas été bon. Pour un prétendant au Ballon d'Or, c'est pas suffisant. Il y a évidemment un Nuno Mendes qui l'a très très bien cerné et qui a été attentif et qui l'a muselé. Match référence vraiment d'un point de vue défensif pour Nuno Mendes dans sa jeune carrière. Après, c'est comme d'hab, hein. Il y a 2-3 actions. Le sauvetage de Gvara, la jambe de Pacho, à quelques centimètres près. On aurait pu avoir un Salah buteur et peut-être certains discours auraient changé. Maintenant, oui, Salah est passé à côté. C'est dur pour lui. Par contre, je vous le redis, ce que j'ai vu depuis hier soir sur Mohamed Salah en termes de violence, de méchanceté même, de critique justifiée sur cette double confrontation, mais sur la saison globale, qu'est-ce que c'est dur, quoi. Non, si Salah bat le record de buts et de passes D en PL, c'est pas ridicule. Non, mais sa saison, elle est très bonne. Il a sauvé Liverpool plusieurs fois du pétrin. Ceux qui vont essayer de te dire que c'est que des pénaltys, c'est encore une fois la preuve qu'ils ne regardent pas les matchs, parce que si tu enlèves les pénaltys, Salah c'est quand même 18 buts cette saison, c'est le 3e meilleur buteur de PL sans les pénaltys, il est meilleur passeur. Que vous dire de plus, et ceux qui vont dire que oui, il marque contre Ipswich, est-ce que j'ai besoin vraiment d'aller revoir la feuille de match de Salah? Et après, bon, c'est ouf, parce qu'à chaque fois que tu avances un argument, on t'en avance un autre. Quand je vais vous montrer les adversaires contre lesquels il a été décisif, il y a quasiment tous les gros de PL. Il a été décisif contre United, Chelsea, Arsenal, Aston Villa, City, Newcastle, à St. James Park, Tottenham, 2 buts, 2 passes D. C'est invraisemblable. Re-United, Aston Villa. T'imagines, il n'y a que 1-2. T'imagines, il n'y a que 4 matchs où il n'a pas été décisif dans l'un des championnats les plus relevés au monde. Alors, certains m'ont avancé l'argument de dire oui, mais la PS cette saison est faible. Alors déjà, c'est pas la faute de Salah. Le fait que City soit en crise de manière insoupçonnée, qu'Arsenal n'ait pas assez recruté et dévissé dans la course au titre, que Chelsea soit encore très loin de l'aboutissement de son projet, le cirque Pinder comme d'hab à United et Tottenham. Après, moi je trouve quand même que le niveau homogène de l'APL a augmenté, le fait que tu as des équipes qui aient beaucoup de moyens et qui commencent à mettre des dirigeants au bon poste, de la compétence, qui vont nommer les bons staffs, les bons entraîneurs, les bons recruteurs, qui vont t'amener des bons joueurs. Du coup, en ce moment en PL, tu as quand même des équipes qui travaillent très très bien, comme Bournemouth, comme Fulham, comme Newcastle, comme Nottingham qui est 3e de PL, Brentford, Brighton et j'en passe. Donc, dire que la PL est devenue faible, moi je suis pas d'accord. Je trouve juste que c'est vraiment l'homogénéité qui s'est élevée d'un cran, et dans cette rude bagarre, cette rude fosse au lion, ça là il s'est distingué. Alors oui, il n'a pas répondu présent, mais je vous jure que je l'ai vu traiter comme un moins que rien. Et moi, ça me frustre, parce que il mérite pas ça. En plus, tu vois, ça là, il a quoi? Il a 32 ans. Enfin, tu vois, il fait quand même une saison à son âge qui est dingue. Hier soir aussi, t'as d'autres offensifs de Liverpool qui sont pas non plus des plus reluisants, comme Jota, comme Luis Diaz.
L'entrée de Darwin, elle est pas bonne, alors qu'au match aller, voilà, il avait été impliqué sur le but. Gakpo, bon, il n'a pas eu non plus énormément de temps de jeu. Curtis Jones, pareil, c'était pas ouf. Euh, voilà, moi, je vous avoue que je voulais juste revenir sur ça parce que j'ai trouvé ça assez dingue. Alors après, oui, le Ballon d'Or, pour moi, il figurera toujours parmi les 5 candidats parce qu'il fait quand même une saison d'un point de vue statistique et dans l'impact qui est fou. Surtout en première ligue. Voilà, après, si maintenant Rafinha, enfin le Barça va loin avec du Rafinha, du Pedri, du Yamal dans le lot, si le Real va loin, parce que tu auras toujours des têtes d'affiche comme Mbappé, etc., ça peut être quelque chose, mais c'est vrai que moi je me disais que à mi-saison, ça me paraissait évident que Salah avait une longueur d'avance. Aujourd'hui, oui, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Euh, la CAN, c'est l'an prochain. Donc la CAN, ça va pas pouvoir compter dessus, quoi. Jota et Nunes, tellement décevant. En vrai, si tu considères que Jota, c'est pour de la rotation, parce que ça a souvent... Enfin, Jota, il a eu un temps de jeu conséquent, tu vois, depuis qu'il arrive à Liverpool. Mais si tu te dis que, comme il a été pas mal blessé, c'est plutôt pour la rotation, pourquoi pas. Par contre, Darwin, oui. Darwin, moi, j'avoue que j'étais dans le train à Benfica. J'ai adoré enfin, l'idée qu'il puisse évoluer et arriver en PL. Après, bon, les gens qui comparaient Haaland et Nunez, pour moi, c'était déjà une catégorie très différente. Euh, et ensuite, j'ai vu une première saison où il a eu beaucoup de maladresse, une deuxième où c'était un peu mieux, et je me suis dit, bon, la troisième, peut-être qu'il va pouvoir nous offrir quelque chose. Et oui, le train Darwin, c'est... Voilà, hein, le train est désaffecté, il est quasiment à l'abandon. Hein. Il reste plus grand monde. Hein. C'est bientôt une ligne qui va fermer. Euh, ça ça va être chaud de rester optimiste pour lui. Après, ça reste, enfin, c'est encore un attaquant qui est pas trop vieux, tu vois. En vrai, Darwin, il a quoi? Il a 25. Ah, Darwin, tu vois, il a 25. C'est pas non plus trop tard, mais tu prends en compte l'investissement. Le fait qu'il passe aussi après un Firmino qui est quand même un très très bon joueur, qui a pas eu l'impact statistique le plus considérable, mais l'impact sur le terrain qui était fou. Ouais, tu vois, l'an dernier c'était pas mal. Hein. L'an dernier, 11 buts, 8 passes D. L'an dernier, franchement, je trouvais qu'il était bien mieux. Hein. Et par contre, là, ouais, c'est médiocre. On retrouve un Darwin qui rate beaucoup, qui est maladroit. C'est vraiment difficile, quoi. On le prend à Lille pour l'après-David. Ouais, alors je pense que Olivier Létang, je sais pas qu'est-ce qu'il va devoir sortir comme thune pour essayer de signer ça. Mais non, enfin honnêtement, c'est... Ouais, pour l'instant, ça ressemble à un bon petit gâchis, quoi. Ça, je suis d'accord avec vous. Donc voilà, je voulais quand même revenir sur ça là, parce que, je vous le dis, j'ai pas aimé ce que j'ai vu hier soir, et je trouve que c'était très clairement injuste, et qu'il méritait pas vraiment de s'en prendre plein la tronche. Maintenant qu'on a dit ça, on peut y aller sur de nouveau les louanges pour le PSG. J'ai parlé du match référence de Nuno Mendes parce que ça en est un. Derrière, il a été excellent, concentré. À l'aller, il y a eu voilà, ce moment d'égarement, de flottement où il a laissé Harvey Elliott avoir un boulevard monstre côté gauche pour finir l'action. Là, je l'ai trouvé vraiment de la première à 120e. Alors, à la 5e, il se fait passer par Salah. Il y a eu ça. Et après, Salah n'est plus jamais passé. Il a eu un mal fou à se défaire de lui. Nuno Mendes a été très très bon. Vraiment dans le top du top des Parisiens. Pacho, pareil. Hein. Pacho, on va aller peut-être sur une autre légende urbaine du foot, à savoir que les défenseurs qui arrivent de Bundesliga sont tous mauvais et laissent des boulevards monstres. Bah, le Pacho, il arrive de Francfort. Pacho, c'est sa première campagne de LDC. Bah, vraiment bluffé. Alors, il fait partie d'un très très bon collectif, mais dans son rôle qui est presque, moi hier, le leader, parce que Marquinhos est sorti, il a vu un jaune et tout, mais pour moi, le mec que j'ai vu vraiment tenir cette défense et être le boss, c'est Pacho, quoi. Pacho version Fridan, menthe extra fraîche, bah, on est sur un excellent joueur. C'est vrai que si tu regardes son match, enfin sa campagne au global, il y a eu quelques moments, ça dit, il y a encore des gros signes de progression. Je pense au match d'Arsenal, au niveau de la relance, dès qu'il était pressé, il paniquait un petit peu et ça bottait en touche. Après, bon, mieux vaut ça que faire une dinguerie à l'aller.
c'est vrai que comparé à son match aller, il n'y a pas photo. Hier, ça ref. Oui, c'est vrai qu'au match aller, c'était un peu plus fragile. Je pense que c'est un jeune joueur, pas de chaud. Hein, c'est un 2002, c'est 23 ans. T'imagines, tu fais ton premier huitième de finale contre Liverpool avec autant de pression, le parc, tout ça. Donc, même lui, voilà, c'est des pros, ils sont habitués à ce genre de configuration. Mais je pense que t'as peut-être aussi l'événement qui te pèse. Et là, je trouve par contre le fait d'aller répondre présent en Anfield, où tu dois remonter 1-0, où tu sais que tu vas prendre des vagues de Liverpool, bah vraiment, il a été excellent. Et j'ai adoré son match. J'ai adoré son match, vraiment de bout en bout, pareil, très très bon. Certains disent aussi Fabien Ruiz a été excellent. Moi, j'avoue, c'est le milieu de terrain parisien en fait. Hein. Ce milieu de terrain parisien qui est très fort. Fabien Ruiz, qui n'est pas le joueur qu'on va le plus mettre en avant, parce que c'est peut-être pas le plus sexy, c'est pas celui qu'on voit le plus, mais pour l'équilibre, le travail de fond, ouais, ce gars-là est tellement indispensable. Hein. Faut vraiment le souligner. C'est un joueur qui est très très bon. Et comme le dit Kego, je suis supporter, je joue pas un match. Fabien, depuis décembre, c'est très régulier. C'est vrai que le retour de l'Euro, il fait un match. Il fait un match, il fait une compétition qui est démentielle. C'est le patron, c'est un des patrons de l'Espagne. C'est même pour moi le meilleur milieu de l'Espagne. Alors tu as quand même du Pedri, du Rodri dans le lot. Mais pour moi, c'est celui qui m'a le plus impacté, impressionné. Il a vraiment été rayonnant et on se disait forcément, ce Fabien Ruiz qui nous a autant séduit, est-ce qu'il peut être pareil au PSG ? Bah, c'est vrai que le retour à la réalité a été un peu brutal parce que les premiers mois, c'était pas ça. Par contre, dans ce nouveau PSG, enfin, ce PSG qui a été dans un déclic depuis début décembre, bah ouais, lui, il a su trouver sa place, la confiance de Luis Enrique qui lui a toujours maintenu, et quand tu as deux monstres à côté de toi comme Vitinha et Fabien Ruiz, comme Vitinha et João Neves, pardon, tu prends vraiment de l'aisance et tu as un rôle qui est déterminant. Warren va revenir et prendre sa place, ce milieu n'est pas encore son prime. Alors, je ne sais pas s'il va reprendre sa place, parce que moi, je pense que cette équipe-là, ce sera celle de Luis Enrique jusqu'au bout de la Ligue des Champions. Il y aura peut-être de temps en temps du Désiré Doué qui pourra rentrer en ligne de compte, mais je pense que, à part le doute entre Gvara et Doué, tu auras sincèrement la même idée sur la finalité de ce que Luis Enrique va faire contre Aston Villa, et peut-être si ça, en demi-finale si ça va plus loin. Je pense que vous tenez le 11 type du PSG, et ouais, Vitinha, c'est dingue. Moi, j'avais déjà adoré son match aller, là, le match retour dans le travail, pareil, João Neves, jusqu'à la fin, le travail de boulot, de chien de la casse pour aller chercher les ballons, pour vraiment être dans la hargne, sans jamais faire faute, être toujours propre, c'est bien. Non, les entrées en jeu hier de Warren Zaïre-Emery et de Désiré Doué sont vraiment excellentes, quoi. Moi, je mettrais Désiré à la place de Barcola. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que dans l'esprit de Luis Enrique, Barcola est indispensable. Et je sais pas. Mais après, Gvara, parlons de Gvara. Gvara, qui n'a pas eu beaucoup de ballons offensifs à exploiter. Par contre, l'état d'esprit, irréprochable. Et ça, c'est vraiment fort. Le mec, il se met au diapason du collectif. Le short, il est taché à la fin. Il reste plus grand-chose. Vraiment, il a tout donné. Il sauve un ballon devant Salah. Il fait des retours défensifs. Il tacle. J'avoue que j'ai rarement vu un Gvara aussi concerné comme ça, quoi. Vraiment sur l'aspect défensif et vraiment très intéressant. Et je pense que c'est ça finalement le projet que voulait Luis Enrique, Campos, etc. C'était d'avoir un 11 de joueurs avec du gros talent individuel, sans avoir forcément des auras de stars, voilà, du top 5 mondial, mais par contre des joueurs qui vont se donner, qui vont pas laisser. Alors peut-être que de temps en temps, un Barcola, un Dembélé, un Gvara vont pas faire le retour défensif, parce que voilà, ils vont pas non plus courir comme des zinzins à tout instant, mais franchement, l'attitude hier, c'est là où tu vois qu'il y a une équipe qui est vraiment très très performante, quoi. Très performante sur tous les aspects. Et c'est ça qui est bien, je trouve, c'est que si le PSG avait été éliminé par Liverpool, ce qui aurait pu se passer, c'est le tir au but. Je pense que dans beaucoup d'analyses, on aurait été quand même sur se dire qu'on est passé à côté de quelque chose de grandiose. Il y a ce projet qui va continuer de grandir, on va encore recruter, étoffer un petit peu le banc, et l'an prochain, on reviendra plus fort. Mais il faut quand même patienter jusqu'à septembre 2025, donc 6 mois pour revoir la LDC. C'est frustrant, hein, c'est long 6 mois à l'échelle du foot moderne. Et là, tu te dis que ce PSG-là qui nous a offert tellement de bonnes choses depuis 3 mois et demi, va être en mesure d'être un candidat, à la victoire finale. Donc ça, c'est top. Franchement, ça, c'est vraiment
une équipe ouais, où tu sens que ouais, même un Ramos, comme tu dis Aurel, son rôle, il rentre, il plante, il aura son rôle à jouer dans la campagne, c'est bien. Enrique a aligné Marco à titulaire car il pensait que Liverpool aurait pu jouer plus haut et ainsi profiter de la profondeur. Doué est bien plus intéressant pour gérer un score. Doué a été très très bon. Doué, il a tout tenté, il aurait même pu marquer. Il y a eu 2-3 gestes de haut niveau. Alors, vous savez que si vous suivez hors-jeu et ses débriefs, c'est un de mes joueurs chouchou préférés et je suis très content de le voir arriver à ce niveau-là. J'espère que demain, 14h, Didier va nous offrir l'heureuse nouvelle de sa première convocation en équipe de France. Mais moi, à Rennes, je voyais déjà chez Désiré Doué ce talent plus qui était, voilà, où il fallait... Il y avait quelque chose à créer avec ce gamin, très clairement. Parce que quand je le voyais jouer ailier gauche, quand je le voyais jouer 10, quand je le voyais jouer dans un double pivot, je le trouvais performant. Et ça, je trouve que pour un jeune joueur, c'est fort. Et je dis pas ça juste parce que c'est de la polyvalence, c'est juste que dans ces différents rôles, je l'ai trouvé bon. Et j'ai ressorti le tweet. Mais moi, je sais que ça en a agacé quelques-uns à l'époque, mais lors de la liste de l'Euro, moi, je prenais Désiré Doué parmi les milieux de terrain pour préparer la succession de Griezmann. Alors bien sûr, le Désiré Doué de mai 2024 n'est pas celui qu'on voit aujourd'hui, et j'en suis bien conscient qu'il y a une progression fulgurante, mais pour moi, Désiré Doué, c'est un talent qui peut aller très très haut. Vraiment, j'en suis convaincu, et la période actuelle me rassure dans ce sens. Donc c'est vraiment une très très belle équipe. Souvenez-vous d'où on vient, Galtier, Solaire, Messi, Neymar. Non mais tu sais que si on remet la configuration du PSG Bayern, Galtier et le 11 aligné, alors tu te prends quand même un petit peu les... Tu te tires les cheveux, quoi. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes, ça peut aller. T'imagines, t'as la base défensive, à part Ramos, Pacho, Oed Ramos. Zaire Emery, milieu droit. Verratti, Danilo, Carlos Soler, Messi, Neymar. On aime bien les approches tactiques audacieuses, mais là, avec le banc, je pense que là, on peut voir que quand même, ça a bien grandi aussi. T'avais du Kipembe, t'avais du Kix qui était blessé, Ruiz Vitinha, et après, ah ouais, oh là là, Bernat, Rico, Pembele, El Shaddai, Garbi, Ikitike, Le Télé. Oh là là. Et en face, le Bayern sans Kane, hein. Putain, Choupo-Moting déjà. C'est quelque chose. Ah non, mais en fait, je vois beaucoup aussi de comment dire, vous savez, de tweets cités et de retour en arrière sur ce PSG version Campos Luis Enrique quand on revient à l'automne et tous les doutes qu'il y avait. C'est normal en fait, quand tu voyais les 5 premiers matchs et le manque d'efficacité, de te dire est-ce que le PSG va quand même pas se faire sortir dès la phase de groupe. Enfin, il y avait de quoi, je vais pas dire alarmiste, mais de dire bon, il faut quand même régler la mire, quoi. Après, moi, si vous peut-être quelqu'un va me sortir un extrait où je contredis ça. Moi, j'ai toujours dit que sur ces matchs-là, ça manquait encore de la fameuse efficacité dans les deux surfaces. Donnarumma, Dembélé, le carton rouge de Dembélé au Bayern, tout ça. C'est une équipe qui manquait un petit peu de réussite, mais aussi d'expérience, de flair. Je sais pas comment l'expliquer parce que la LDC, c'est un autre monde. Par contre, moi, je vous l'ai toujours dit, ce projet, je suis sûr que c'est un projet qui... Après, que le PSG soit aussi performant dès cette première année sans Mbappé, ça, j'avoue, je pensais pas que ça allait être aussi rayonnant. Mais tant mieux pour les Parisiens. Moi, je me dis que ce PSG-là, avec ces jeunes joueurs-là, qui découvrent la Ligue des Champions, qui découvrent le très très haut niveau, la première année, on pose les bases. La deuxième, on va recruter d'autres joueurs. Et puis ainsi de suite, ça va grandir. Moi, je me disais que peut-être le PSG serait un très bon candidat à la victoire finale LDC 2026-2027. Par contre, que ça prenne aussi bien là, bah, sincèrement, c'est top. Et puis, comme le dit Alan, l'arrivée de Gvara fait aussi beaucoup de bien. Gvara, c'est le vrai talent qu'il fallait aller chercher en plus pour t'apporter un peu de... quelque chose de différent à ton attaque, un profil un peu plus dribbleur, quelqu'un qui a cet aspect de vrai pur ailier dans un rôle un peu différent de Barcola par rapport à la profondeur. Mais ouais, très très bien joué de l'avoir récupéré au mercato hivernal. Et pareil, tu vois, les premiers pas de Gvara, il y a les petits doutes, tout ça. Non, Gvara, ça reste un joueur. Enfin, j'ai adoré son match aller dans l'aspect offensif. Le match retour, je vous redis, il n'y a pas eu non plus... énormément d'opportunités à exploiter, mais je trouvais que le joueur était
concentré de bout en bout, quoi. Donc c'est ça qui va le faire. Lucho va peut-être faire 2 demi en 2 ans en gérant la fin de l'après-Mbappé. Bah oui, déjà c'est le deuxième coach de l'histoire du PSG à faire 2 quarts de suite, après Laurent Blanc, parce qu'il y a eu tellement de coachs, c'est vrai, entre Pochettino, Galtier, Tourelle, Emery, Ancelotti, mais il n'y en a pas un depuis Blanc qui a fait 2 quarts de suite. Donc c'est dire à quel point déjà Luis Enrique, même si le PSG pour moi fait partie, quoi qu'il arrive, toujours du top 8 européen, entre le dire et le faire, ça reste un monde. Surtout, c'est vrai que le PSG, il y a vraiment une histoire en Ligue des Champions sur cette tour à élimination directe. Je l'ai dit, pour moi, qu'il passe ou qu'il se fasse sortir, ça reste quand même un événement et un divertissement. Il y a toujours des scénarios, des équipes, il y a toujours quelque chose qui se passe d'assez dingue, puis, parce qu'on sait que c'est l'objectif ultime des Qataris. En Ligue 1, tu as tellement de marge, tu joues toute ta saison là-dessus, quasiment. Allez, en Ligue 1, tu as peut-être 2-3 matchs avec un peu de piquant, Marseille, Lyon, de temps en temps Monaco, mais sinon, dans la majeure partie du cas, tu es tranquille. Il y a 2 années, voilà, Monaco et Lille ont pris le titre, 2 très belles équipes, mais sinon, t'as pas à t'inquiéter. Mais là, c'est vrai que c'est difficile dans la position du PSG, c'est que tu sais que ta saison, on va dire, si elle est bonne ou pas, à partir de quel tour tu te fais sortir en LDC. Donc voilà, c'est l'instant de vérité. Et je me dis que ce PSG-là a quelque chose de très très gros à écrire, quoi. On rappelle, on va aller juste après sur Aston Villa qui sera leur adversaire en quart. Aston Villa en quart, le vainqueur de Real Arsenal en demi, et après en finale, bah, c'est les équipes de l'autre partie de tableau, Barcelone, Dortmund, Bayern, Inter. Ce qui est le plus effrayant, pardon, Stradry qui me dit ce qui est le plus effrayant cette équipe, c'est que c'est composé de plein de jeunes joueurs qui sont pas encore au maximum de leur potentiel. Si la progression continue de façon exponentielle en 1 ou 2 saisons, ce sera incroyable. Oui, c'est vrai. Quand tu dis que Barcola a encore une vraie marge de progression, tu te dis que Nuno Mendes peut encore s'améliorer dans certains aspects, que Pacho peut aussi le faire sur la relance, que Gvara, qu'il y en a plein qui puissent désirer douer et tout. C'est vrai que ça te... Et puis tu sais que quoi qu'il arrive, tu recruteras au mercato d'été, que tu feras 2-3 petites touches additionnelles, et que cette équipe, en plus, c'est ouf, mais voilà, le PSG, ça a toujours respiré, voilà, les stars, quelque chose d'assez clinquant qui nous satisfait. Là, cette équipe, juste, elle pue le football. Bien sûr qu'il y a des très très forts, très très bonnes individualités. Il y a des mecs qui adorent le ballon, mais ça se met surtout au service du collectif. Et puis, c'est un régal à voir jouer. Et oui, est-ce que c'est le PSG le plus fort de l'RQSI? Alors, tu as le PSG de Tourelle qui tournait très très bien. À un moment donné, tu as le PSG de Blanc que moi j'adorais, mais qui a eu un plafond de verre en Ligue des Champions. Celui-ci, en vrai, je sais pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort qui s'en dégage. Il faudra voir sur les dernières semaines ce que ça va un petit peu donner, quoi. Se faire sortir par Aston Villa avec un doublé Asensio, c'est moche quand même. Et oui, les amis, il y a une équipe qui s'avance face au Paris Saint-Germain, qui a fait le job ce soir contre Bruges. Bruges qui s'est retrouvé rapidement à 10 avec le carton rouge de Kylian Nissab. Est-ce que Aston Villa, c'est les doigts dans le nez? Non. C'est une équipe qui quand même a très très bien bossé, qui, on se rappelle, était mal embarquée quand Unai Emery est arrivé. Après, je trouve que c'est une équipe qui me proposait plus de choses l'an dernier, mais je m'en méfie quand même. Après, c'est 2-3 aspects à prendre en compte. Le retour chez eux, l'aspect un peu des émotions. Et c'est vrai que quelqu'un me l'a dit, parce qu'évidemment, c'est Unai Emery qui entraîne Aston Villa, mais sur l'autre banc, c'est Luis Enrique. C'est le retrouvaille des 2 entraîneurs à la remontada. Tu vois, enfin, c'est quand même assez fou. Le retour de ce bon vieux Dibou Martinez en France, avec quelques petits sifflets, voire plus à venir. Rashford qui retrouve le PSG. On sait que voilà, il a fait mal à cette équipe par le passé avec United. Il a été aussi annoncé dans ce sens. Asensio qui a marqué 7 buts en 8 matchs, je crois, si mes souvenirs sont bons de ce que j'ai vu des stats avec cette équipe. Et du coup, quelqu'un me posait la question, est-ce que Asensio peut jouer? Oui. Il n'y a pas de clause prévue. Alors après, on sait qu'il y a souvent des clauses entre les clubs de Ligue 1, mais club européen, est-ce que c'est possible de le faire juridiquement? Je suis pas sûr. 7 buts en 8 matchs, tu vois, c'est quand même fort, quoi. En étant titulaire en étant titulaire 3 fois. Donc c'est pas non plus un rôle, mais c'est vrai que c'est un ratio qui est assez fou, quoi. C'est assez fou. Oui.
est-ce qu'il n'y a pas plus PSG que se faire sortir sur un centre de Lucas Digne et une reprise d'Asensio à la 89e minute à Villa Park, après avoir outrageusement dominé? Oui, c'est possible que ça arrive. C'est comme le scénario de Dortmund en demi-finale, où tu touches les montants, où tu convertis pas tes tirs. Désolé d'évoquer des mauvais souvenirs et des scénarios cauchemardesques, mais il faut quand même qu'on évoque cette possibilité. Après, je trouve que ce PSG-là a fait le job contre Liverpool. Ils arriveront en position de favori. S'ils sont sérieux, en fait, s'ils jouent le jeu qui est le leur depuis 3 mois et demi, ça passe pour moi. Il n'y a pas à faire des scénarios sur la comète. Après, oui, tu peux toujours avoir un carton rouge tôt, tu peux toujours avoir le scénario de l'aller contre Liverpool où tu fais je sais pas combien d'occasions et tu convertis pas. Mais on a vu que sur 2 matchs, voilà, le fait de pas convertir sur 90 minutes était un peu maudit. Ça, sur le match retour, ça peut le faire. Donc oui, je pense qu'il peut le faire. Après, en vrai, je suis... Vous savez, c'est le genre d'équipe que j'aime bien quand même, Aston Villa. Club de PL, qui est passé un petit peu du ventre mou à la Coupe d'Europe, qui a fini top 8 quand même, qui s'est bien renforcé. Il y a des vrais bons joueurs dans cette équipe d'Aston Villa. Morgan Rogers, j'aime beaucoup. Boubacar Kamara, qui fait un vrai bon passage en PL. T'as voilà, des besogneux comme McGinn, ce bon vieux John McGinn. Oui, ils sont 10e. En fait, Aston Villa a la particularité d'être l'une des pires équipes à l'extérieur. Je crois qu'ils sont 16e. Après, là, ils ont gagné à Brentford. Donc, à voir ce que ça donne un petit peu, quoi. Hop. À domicile, par exemple. À domicile, ils sont 5e, 28. Et à l'extérieur, ils sont... Bon, ils sont 11e. Bon, ils ont remonté une place. Mais sinon, ils étaient avant Brentford, là. Par contre, à domicile, j'ai souvenir de matchs en Ligue des Champions où ils ont fait très très mal à... comment ça s'appelle, au Bayern. Ils ont tenu la Juve en échec. Ils ont battu même le Bayern. Donc c'est une équipe qui, quand même, tu vois, à domicile, il y a un petit truc un peu différent. C'est un peu comme Anfield. Je compare pas les deux stades, mais tu vois, en termes d'atmosphère. Donc ça peut quand même jouer là-dessus. Mais je le redis, si le PSG est concentré, s'il n'y a pas de pépins, s'il n'y a pas de conneries, je sais pas quoi, ça passe. Normalement, après, on sait que c'est le sport le plus imprévisible au monde. Hein. Donc voilà. Après les matchs de Coupe d'Europe, ils sont à 1 de victoire en 10 matchs en championnat. Bah, je pense que c'est une équipe, oui, qui a peut-être pas eu... Pourtant, on sait qu'en PL, t'as de quoi faire financièrement pour avoir du banc et tout. Mais là, peut-être que le banc est un petit peu juste. Voilà, pourtant... Après, le banc, je trouve que t'as Amadou Onana, t'as Jacob Ramsey, t'as Léon Bailey, t'as Marco Asensio, t'as Pau Torres, t'as Axel Disasi. En vrai, belle équipe, hein. Belle équipe, hein. Franchement, rien à dire. Hein. Ça reste quand même séduisant. Et là, t'es 8e. T'es 8e. Et on sait que comme l'Angleterre va avoir 5 places qualificatives, t'es qu'à 2 points de City, donc tu peux même revenir en... C'est vrai que la concurrence, elle va être rude. C'est pour ça les gens qui disent, je peux comprendre, t'as 15 points d'écart, oui, la concurrence n'a pas été au rendez-vous pour aller chercher Liverpool. Mais quand tu vois les saisons de Nottingham, Newcastle, Brighton, Aston Villa, Bournemouth, Fulham et même Brentford à domicile, c'est quand même des équipes, tu vois, même Crystal Palace. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un article de l'équipe qui a expliqué qu'on pourra avoir 11 équipes anglaises qualifiées la saison prochaine en Coupe d'Europe. Entre les 5 en LDC avec le COEF UEFA, du coup le 6ème qui va en Europa League, le 7ème qui va en Conference League, plus vainqueur FA Cup, vainqueur Carabao Cup, vainqueur Conference League, tout ça, il y aurait moyen d'avoir que de la PL, plus de la moitié du championnat qui est européenne, quoi. Donc ça va être chaud. J'espère qu'Emery ne sera pas sifflé au parc. Tu auras toujours des imbéciles. Pour le faire. Donc j'espère moi aussi qu'ils le feront pas parce que ce serait évidemment regrettable, quoi. Donc il n'y a plus qu'à. On rappelle l'aller qui sera au parc le mercredi 9 et le retour à Villa le mardi 15 avril. Donc ça va être pareil, resserré, hein, de tours entre ces quarts-là. Et bien sûr, on a hâte. Bien sûr, on a trop hâte de voir ce que ça va un petit peu donner, quoi. Mais les places FA Cup retirent les places européennes via le classement, non. Alors, j'ai plus toute l'explication en tête, mais
t'as un jeu aussi où si t'as un vainqueur, parce que tu sais, t'as aussi Tottenham et United qui peuvent remporter l'Europa League, et du coup, ça ferait une place en plus. En vrai, l'article de l'équipe expliquait très clairement que ce serait vraiment si toutes les planètes étaient alignées, que t'aurais 11 équipes qualifiées. Sinon, ça peut être plutôt 8, plutôt 9. Pourquoi pas 10. Mais si vraiment toutes les conditions étaient réunies, mais il faudrait vraiment, tu vois, un gros concours de circonstances pour que tu aies 11 équipes anglaises dans ce sens, quoi. Et Villa, via la LDC. Voilà, t'aurais même des trucs assez lunaires. Après, tant que, tant que personne ne va chercher Strasbourg en Pipion League, qui va soulever la troisième compétition européenne de l'histoire du foot français, moi, ça me dérange pas. C'est pas choquant qu'un club anglais gagne l'Europa League et la Conference League déjà. Alors, tu sais que dans le cas de Manchester United et Tottenham, euh, l'envie de gagner cette compétition elle est vitale. Parce que si tu gagnes l'Europa League, t'es qualifié directement à LDC. Et ça, pour ces deux équipes-là, c'est voilà, ça change grandement la donne. Donc, je pense que United, qui a en plus été éliminé en FA Cup par Fulham, là, c'est vraiment le tout pour le tout, en sachant que Tottenham a perdu à l'aller contre Alkmaar et que United a fait un partout contre la Real Sociedad, donc il faut encore se qualifier pour le 8ème. D'ailleurs, on pourrait avoir un potentiel OL Manchester United en quart. Je suis assez curieux de voir ce que ça pourrait donner comme match. Financièrement, ça peut changer beaucoup de choses pour attirer des joueurs aussi, même si, bon, quand t'es Tottenham ou United, t'as pas non plus... Enfin, tu peux attirer pas mal de très très bons joueurs. Mais c'est sûr que la LDC comme atout supplémentaire, ça peut changer la donne. On va aller juste sur les derniers matchs, les amis. Qu'est-ce qu'il nous reste un petit peu à voir comme ultime confrontation. On a déjà dit pas mal de mots sur voilà, ce qui s'est passé pour le LOSC, le PSG, bien sûr le Real. Le Barça qui fait le job contre Benfica avec un récital de Lamine Yamal. Vraiment, ce gamin est juste extraordinaire. Il n'aura que 18 ans en juillet prochain et il nous sort encore une fois une saison bluffante. Et je le redis, mais les gens qui ont essayé de nous faire passer un léger coup de mou de Yamal comme le signe qu'on l'avait, je ne sais quoi, surcoté, ce que vous voulez, non, non. Lamine Yamal, c'est vraiment la catégorie des très très... Ouais, c'est quelque chose d'à part. C'est vraiment, c'est ce qu'il réalise, c'est juste fou. Je suis vraiment bluffé. Et vraiment, j'adore ce joueur, j'adore ce qu'il fait avec l'Espagne, j'adore ce qu'il fait avec le Barça. Et l'équipe a fait un papier très très juste en disant, voilà, certains commencent à médiser sur son cas, voilà, en expliquant qu'il n'a pas marqué en Liga depuis octobre. Et là, il expliquait très clairement à Barcelone, on s'en fiche parce que même s'il n'y a pas de but en Liga, il y a toujours de l'apport dans le dribble, dans le jeu, par la passe, enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que maintenant, les stats, ça a tellement matrixé certaines personnes que dès qu'un joueur comme Yamal, qui voilà, a quand même pas mal prouvé, déjà, vainqueur de l'Euro, qui a quand même des... Yamal, à 17 ans, il a des temps de passage nettement en avance par rapport à la crème de la crème de tout ce qu'on a connu, les CR7, les Messi, etc. Donc déjà, à 17 ans, il fait des choses extraordinaires. Après, est-ce que Yamal deviendra un serial buteur comme Messi, comme Ronaldo? J'en suis pas sûr. Et en même temps, j'ai envie de dire, ce sera peut-être pas son rôle, parce qu'il fait tellement de différence par autre chose que ça suffit à notre petit bonheur, quoi. C'est même pas un coup de mou dans le jeu, il a été ultra décisif, c'est juste que ça marque pas en Liga, mais il faut regarder les matchs pour savoir. Oui, c'est vrai que, voilà, après, c'est vrai que je l'ai vu sur certains matchs en Liga, peut-être forcer le tir, parce que, voilà, ça reste des compétiteurs, ça reste des personnes qui ont peut-être des trucs qui reviennent à leurs oreilles en disant, bon, bah, ce serait peut-être temps que tu marques en Liga, et peut-être que consciemment, inconsciemment, il veut aller chercher son but. Mais ouais, franchement, moi, j'adore ce que je vois de la part de ce joueur. Pareil pour Pedri, pareil pour Inigo Martinez. Inigo Martinez, qui était 4ème, 5ème dans la hiérarchie loin la saison dernière, qui est vraiment devenu un des très bons défenseurs centraux en Europe cette saison. Et ça fait plaisir parce que c'est le genre de trajectoire auquel on ne s'attend pas forcément. Et le voir aussi bon, en plus, quand on sait les exigences d'Hansi Flick sur sa ligne défensive, la gestion du hors-jeu et tout ce que ça comporte, je le trouve vraiment, vraiment fort. Pareil pour Baldé, qui est revenu très très bien, je trouve, en 2025. C'était une de mes interrogations parce que je trouvais que sa première partie de saison était, je ne vais pas dire délicate, mais il y a eu quelques matchs en dents de scie, et là je trouve qu'il est vraiment très très bon. Et puis Rafinha, meilleur buteur
meilleur buteur de la LDC, Rafinha qui confirme qu'il est en tous les bons coups. Et ouais, cette équipe du Barça, elle a très belle allure. Ça va être contre Dortmund au tour précédent. Il y a un tableau, on savait, qui était un peu dégagé pour eux. Et voilà, je suis content parce qu'on revoit un grand Barça qui peut jouer les premiers rangs à LDC. Ça fait très longtemps, hein. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Déjà que la stat de la semaine dernière, comme quoi à Benfica, c'était le premier clean sheet du Barça en match à élimination directe depuis la victoire 3-0 contre Liverpool lors de la saison 2018-2019. Quand on parle du Barça, quoi, c'est chaud, hein. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que montre cette équipe et j'ai aimé aussi, vous savez, la réaction collective, individuelle, après la petite période le petit coup de mou, quand ils ont commencé à perdre quelques matchs en Liga et perdre des points contre Retafe, contre voilà, Leganés, Las Palmas, tout ça. Je trouve que là, ils sont très très bien revenus et je pense que là, pour le coup, le match tournant, c'est forcément de cette finale de Supercoupe d'Espagne contre le Real. Tu mets une nouvelle gifle et surtout, tu te dis, ok, on est quand même une équipe qui a fait des choses assez fortes sur la première partie de saison. On a quelque chose de... cette équipe, elle a un truc pour elle. Et on peut pas s'arrêter juste à perdre quelques matchs en Liga et se contenter d'être un très beau deuxième. Et ça, je pense que niveau mental, ça a changé. Ils sont conscients que ouais, ils peuvent réaliser une saison historique. Je le dis en sachant que ouais, il y a aussi la Coupe du Roi, il y a la Liga, il y a beaucoup de choses à digérer dans ce sens. Flick est exceptionnel. Ouais, je pense qu'il a apporté quelque chose de grand. Après, on l'a déjà dit la semaine dernière sur voilà, l'aspect médical, le staff médical. Le Barça était une des équipes les plus touchées. Alors là, tu as encore de temps en temps des blessés. Mais voilà, Flick a apporté des choses d'un point de vue du matériel ou de la gestion des blessures, où tu sens qu'il y a quand même une différence. Ouais, c'est vrai qu'il y a Atlético Barça ce dimanche. Avant la trêve, ça va être parfait pour un nouveau match un peu frisson. Au-delà de Araujo et de Jong qui ont fait très bon match, je trouve que le Barça a été très mature hier soir. Ils ont géré leur match une fois que c'était plié, pas de hors-jeu abusif notamment. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que si le Barça peut en plus gérer son affaire, ouais, t'as l'égalisation d'Otamendi, mais t'as pas paniqué parce que finalement, quand Otamendi égalise, Benfica ne revient qu'à un but, mais ils ont été sereins. Et puis, ce qui est bien, c'est vrai, quand je le dis, hein, avec cette bonne gestion, t'as du banc, t'as Fermin, t'as Casado, t'as Gavi, t'as de la jeunesse pour, voilà, tu sais que tu pourras à tout moment Torre, Hector Fort, Martin. Après, bon, il y a des joueurs, tu vois, Ansu Fati, c'est... Je compte plus forcément sur un milieu Pedri, Olmo, De Jong, je sais pas comment tu peux les presser. Ah, c'est sûr que si De Jong revient à un très bon niveau, son niveau de l'Ajax 2018-2019, ce Barça peut avoir encore une allure supplémentaire. Mais je pense que le bon contexte collectif posé par Flick, il profite à un mec comme De Jong, qui était un petit peu, vous savez... Enfin voilà, je le dis, hein, De Jong, depuis qu'il arrive au Barça, je suis franchement déçu du contenu général. On sait que c'est un gros talent, mais qui a du mal voilà, à avoir ce petit truc, le petit coup d'accélérateur pour être parmi les meilleurs milieux au monde. Et là, c'est vrai que dans ce Barça-là qui tourne aussi bien, peut-être que lui, il va trouver sa place. Quelqu'un m'a demandé ce que je pensais de la confrontation à venir entre le Bayern et l'Inter. Bah écoute, ça va être assez... c'est vrai que c'est peut-être le match le plus intéressant parce que il y aura deux équipes qui ont deux styles un peu différents. Peut-être un Bayern un peu plus imprévisible sur ce qu'ils peuvent montrer, un Inter où tu sais à peu près à quoi t'attendre. Mais le Bayern, je redis, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile contre les Leverkusen. Bon, tout a été fait lors du match aller. Mais c'est vrai que ce Bayern-là, faut pas s'en méfier. Enfin, faut s'en méfier justement. T'as la finale à Munich en plus. On sait que ça compte toujours, hein. L'Inter, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très très solide. L'Inter, je l'ai toujours dit, à partir depuis la finale 2023, il faut toujours les mettre dans les outsiders. Toujours en sous-marin. L'an dernier, souvenez-vous, ils se sont fait taper par Atlético au tir au but d'ailleurs, alors que c'était peut-être l'équipe qui jouait le mieux en Europe sur les 2-3 derniers mois à cette période. Mais là, ils sont encore en place. Après, je trouve que ça manque, je vais pas dire d'un aspect... C'est pas rouleau compresseur, mais je trouve qu'ils sont pas encore switchés sur un truc un peu implacable. Après, là, contre ce Bayern-là, ça peut aussi
tourner en leur faveur, mais je pense que le Bayern a de quoi leur faire mal d'un point de vue offensif, donc c'est vrai que ça va être un quart super intéressant. Vraiment, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je vous le dis, c'est peut-être le pur 50-50. Si je devais dire une équipe, j'irais peut-être l'Inter, mais je suis même pas sûr parce que voilà, faudra voir un petit peu la forme des deux équipes, tout ça. Moi, je vois l'Inter sortir le Bayern quand même. C'est pas l'Inter des dernières années, mais le Bayern, c'est pas si fou. Battre comme ça les Leverkusen, c'est un peu en trompe-l'œil. Mais en fait, c'est ça, c'est que le Bayern, t'as toujours envie de te dire, c'est en trompe-l'œil, mais ils sont quand même en quart de LDC. Ils sont passés d'Arien contre Celtic, enfin, pas passés d'Arien, mais ça a été chaud. En Bundes, tu vois, ils sont premiers avec 8 points d'avance, mais bon, c'est vrai qu'ils ont fait 19 victoires en 25 matchs, c'est quand même un très très beau bilan. Mais je vois ce que tu veux dire sur peut-être une impression générale qui manque. Après, voilà, c'est Compagnie. Hein. Compagnie, c'est un jeune coach. Il était l'an dernier à Burnley. C'est quand même, tu vois, de Burnley relégué en Championship au Bayern, c'est voilà, c'est quand même un certain changement de dimension. Après, il faudra voir, ouais, est-ce que Neuer sera de retour. Après, le 11 du Bayern, j'ai l'impression qu'on le connaît un peu, quoi. Là, ça tourne plutôt bien avec ces gars-là. Paligna, tu vois, Paligna qui a été blessé. Pareil, Paligna, je m'attendais à ce qu'il soit titulaire. Et finalement, il a eu. En plus, il a pris un carton rouge contre Borum. Euh, Moi, je pensais vraiment que ce serait la sentinelle du Bayern. Et finalement, ouais, c'est pas encore fini. Hein, ça reste jouable pour lui. À voir un petit peu ce que ça peut donner, ouais. Le Bayern, faut arrêter de les voir trop beaux. Ils ont beaucoup de matchs avec des scores fleuves qui sont trompeurs où ça gagne normalement à ouvrir le score, puis derrière les équipes partent à l'abordage et donc profitent des espaces pour en mettre deux ou trois derrière. C'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être arrivé sur certains matchs, mais je sais pas. C'est l'aspect de ces expériences, c'est comme l'an dernier contre Arsenal, quoi. J'avoue que je voyais les Leverkusen capables vraiment de leur poser des soucis. Finalement, ça a été une affaire réglée. Donc, j'ai pas envie, j'ai pas envie de les, je sais pas. C'est le genre de configuration, je me méfie du Bayern, mais je vous le dis, l'Inter a de quoi. Si l'Inter active son mode Ligue des Champions 2023, en plus l'effectif a pas non plus bougé de dingue, ça peut peut-être le faire, ouais, pour eux, quoi. Bah, je pense que t'as encore pas mal ouais, de joueurs qui étaient là en 2023. Bon, Sommer c'était Onana, t'as Acerbi, t'as Bisek, Augusto. T'as quoi? Ouais, en plus, là, il a fait tourner, tu vois. T'avais Lautaro qui était sur le banc, Bastoni. Je sais qu'il y a l'histoire de Thuram qui avait pardon, une gêne à la cheville. Finalement, il a joué tout le match. Ça, c'est. J'ai pas compris. Enfin, pas joué tout le match, mais il a démarré titulaire. Tchahanoglu, Mkhitaryan, Torazinski. Ouais, en vrai, ça va vraiment, je suis d'accord avec vous, un match super intéressant. À l'Inter, on manque un joueur qui te donne ce petit truc imprévisible en plus. Hormis Thuram, il n'y a pas grand monde qui peut inventer quelque chose. C'est exactement ça. Peut-être une fulgurance, tu sais, d'un Di Marco, d'un Barella. Mais c'est vraiment si le match voilà, tourne dans le bon sens. Mais par contre, je sais pas si le Bayern peut en mettre un à l'Inter. Après, c'est vrai que le Bayern est une très bonne défense. Ils ont pris que 23 buts en Bundes. Le Bayern, enfin l'Inter, c'est combien en championnat? C'est 27 buts. C'est vrai que c'est quand même un match de défense. Tu vois, ça va peut-être être, il y aura peut-être pas de gros scores. Hein. Je pense que ce sera peut-être plus serré. Il y a moyen que ça aille au tir au but, hein, même cette histoire. Et on sait qu'Yann Sommer est très très bon dans l'exercice. À voir pour le Bayern si sera Urbig ou Neuer de retour, quoi. Ouais, l'Inter, ils ont été assez efficaces. Ils ont terminé top 8. Ils ont bien géré. Mais non, ils ont pas terminé. Attends. Et non, ils ont pas terminé. Si, ils ont terminé top 8. C'est ça. Ils ont affronté Feyenoord et c'était Milan qui aurait dû être contre eux. Voilà, c'est ça. J'ai le temps de retrouver un petit peu tout ce qui s'était passé. Lautaro sous-côté, chaque année, l'un des meilleurs niveaux collectifs, me peut citer. Euh... Ouais. Après, statistiquement, il est moins fort que sur d'autres années, mais tu sais que sur des gros rendez-vous, il peut répondre. D'ailleurs, il est devenu meilleur buteur de l'Inter en Ligue des Champions, quand même. C'est un bel accomplissement. Hein. C'est pas mal du tout, quoi. Bon, les amis, on va s'arrêter sur ce bon petit live qui fait bien plaisir. J'ai même pas fait le programme de l'Europa League demain. Bon, après, vous le connaissez. Pas trop de suspense pour l'OL. L'OL qui fait du coup la réception du FCSB en ayant gagné 3 à l'aller. Bilbao-Roma, la Roma qui a un avantage d'un but. Tottenham AZ, avantage pareil d'un but pour l'AZ.
United, Real Sociedad, un partout, tout reste à faire. Les Glasgow Rangers qui ont tapé le Fener de Mourinho 3-1 à l'aller. La Lazio qui a battu Pilsen 9 contre 11, 2-1 à l'aller. Bodo Glimt qui a gagné 3-0 contre l'Olympiakos, retour en Grèce, que ça va être un peu chaud. 2-1 Francfort qui reçoit l'Ajax qui a un net avantage. Ouais, ça va être pas mal à voir. Demain hors jeu, oui les gars, demain hors jeu tout à fait. On sera de retour avec Bruce Brac-Canto pour évoquer ça. D'ailleurs, bah ouais, comme il est bientôt 2h, je vais quand même me reposer parce que demain c'est à midi. Donc voilà, ça va aller assez vite, histoire de récupérer quelques batteries. Pour ceux qui sont arrivés en cours, je vais mettre directement le replay sur YouTube. Pour ceux que ça intéresse, comme ça, d'avoir directement l'émission. Merci beaucoup les potes. Vous avez été top, merci pour ces bons petits débats comme d'habitude, ça m'a régalé. Écoutez, je vous dis à très vite avec voilà, on aura encore un beau programme ce week-end, le PSG-OM, tout ça, belle journée de Ligue 1 avant la trêve internationale. C'est vrai qu'il y a aussi la liste de Deschamps demain à 14h, peut-être qu'il y aura un petit truc aussi autour de ça. Quoi qu'il arrive, passez une bonne soirée, une bonne nuit les potes. Salut à tous, salut.